Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette quatrième édition des Directs organisée par la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Frédéric Dion, je serai votre animateur ce soir et je suis en compagnie de Pierrick Plusquelec, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et éthologue. Bonjour. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Euh, Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel, comme à l'habitude, qu'on organise ces directs, bien entendu, pour vous permettre d'entendre l'avis scientifique de certains de nos membres sur des questions d'actualité, des questions d'intérêt public, d'intérêt général, mais bien entendu, c'est aussi, nous l'espérons, l'occasion pour vous, en fait, d'interagir avec ces experts. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à nous faire part de vos commentaires. On les lit tous, ça nous fait plaisir, et puis on va essayer d'y répondre autant que possible. Donc, la question cette semaine, est-il vrai que nos ordinateurs et téléphones mobiles peuvent lire notre non-verbal? Grosse question assez large qu'on peut aborder avec différents enjeux en tête, notamment la protection de la vie privée, l'espionnage, le traitement automatique du langage. Et puis donc, pour nous lancer, si vous le voulez, Pierrick, j'aimerais vous demander sous quelle perspective, principalement, vous abordez cette question dans le cadre de vos travaux à l'Université de Montréal. Oui, en fait, d'abord j'aimerais répondre à la question parce que je suis certain que on est tous curieux de connaître cette réponse. Donc la réponse c'est oui. Nos ordinateurs et nos téléphones peuvent lire notre non-verbal et moi je l'aborde dans mes travaux de recherche avec mon équipe sous le domaine vraiment de la communication non-verbale. Donc la communication non-verbale, ça inclut beaucoup de choses, dont la démarche que vous avez. Votre démarche est capable de lire, par exemple, de nous indiquer votre émotion. Hein, vous avez peut-être tous en tête quand des enfants partent et qui sont en colère, ils ont une démarche très lourde. Ok, ça c'est typiquement indicateur de la colère. Donc le non-verbal peut nous indiquer beaucoup de choses, et celui qui nous permet de comprendre comment nos ordinateurs et nos téléphones peuvent lire notre non-verbal, c'est vraiment le canal du visage, à savoir nos expressions faciales d'émotion. Et nos expressions faciales d'émotion, c'est celles qu'on utilise le plus souvent pour indiquer nos émotions. Donc, si moi, je vous souris, vous comprenez que je suis joyeux. Puis, si je suis en colère, si vous me posez une question qui me dérange, par exemple, je pourrais être en colère. Puis vous comprendriez tout de suite l'humeur dans laquelle je suis, puis nos ordinateurs et nos téléphones peuvent lire notre non-verbal. OK. Excusez-moi, je vous ai perdu. Je ne sais pas, peut-être que notre public aussi. Est-ce que je pourrais vous demander simplement de répéter peut-être les deux dernières phrases que... Oui, absolument. Donc, nous, on se base vraiment sur les expressions faciales d'émotion pour pouvoir comprendre, en fait, comment les ordinateurs et les téléphones mobiles peuvent lire notre non-verbal. Puis, il y a toute une histoire autour de ça que je peux vous raconter, d'ailleurs, si jamais ça vous tente. En fait, dans les années 80, Paul Ekman, qui est un très grand chercheur américain, un très grand psychologue américain en Californie, qui travaille dans le domaine de la communication non-verbale, a décidé de créer un système pour aider les chercheurs à mesurer les expressions faciales d'émotion. Donc, c'est en fait un système qui permet de mesurer tous les muscles du visage et qui donne en fait aux chercheurs la possibilité de quantifier littéralement les expressions faciales d'émotion. Donc, c'est ce qu'on appelle le Facial Action Coding System. Et c'est un système très complexe. Le manuel fait 587 pages et on peut l'apprendre en tant que chercheur. Le seul problème de ce système-là, qui a été beaucoup utilisé, il y a des milliers d'articles en fait dans le monde scientifique à ce sujet. Eh bien, le seul problème, c'est que ça prend beaucoup de temps d'observer les expressions faciales puis de les quantifier. Par exemple, pour 2 minutes de vidéo, il faut peut-être 2 à 3 heures de codification précise des expressions faciales. Donc, c'était très long. Et malgré tout, les chercheurs l'ont beaucoup utilisé pour bien comprendre, en fait, les différentes émotions qui sont véhiculées par notre visage. Dans ce manuel, juste pour... donc ça, c'est un peu les départs de ces études sur la communication non verbale, du moins au niveau du visage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions? Est-ce que toutes les émotions sont répertoriées dans ce manuel-là, ou il y en a combien à peu près, en fait, qu'on peut... Alors ça, c'est une question assez complexe parce que d'abord, aucun chercheur s'entend vraiment sur le nombre réel d'émotions. Il y a une étude récente qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Darer Keltner qui nous dit qu'il y en aurait peut-être 28 d'émotions. Mais Paul Ekman, lui, s'est basé sur ce qu'on appelle les émotions de base.
Donc, les 6 émotions de base, colère, tristesse, joie, dégoût, surprise, peur. Et ces émotions de base, il faut les considérer un petit peu comme des familles d'émotions. Hein, vous comprenez que, par exemple, dans la peur dans la peur, il peut aussi bien y avoir de l'anxiété que l'effroi. Donc, vraiment, il y a une question d'intensité. Ok, dans la colère, c'est pareil, il y a la contrariété, puis la fureur. Donc, il y a tout un panel, en fait, d'émotions. Et ce qui est intéressant dans le domaine des expressions faciales, c'est qu'on est capable de vraiment associer l'activation des différents muscles du visage avec les émotions de base. Donc, par exemple, si je vous fais ça, vous comprenez que ça, c'est du dégoût. Okay, puis on fait tous le dégoût de la même manière. Donc, c'est vraiment universel. Ça, c'est vraiment la thèse de Paul Ekman. Donc, voilà comment est-ce que… Alors, la réponse, c'est oui, 6 émotions de base qui peuvent être vraiment quantifiées de manière très claire grâce aux expressions faciales du visage. J'imagine que c'est une des directions de la recherche, en fait, que de détailler de plus en plus ces émotions-là, de les découper. Oui, en fait, chaque émotion est identifiée par différentes, on appelle ça des unités d'action, donc les différents muscles du visage, et on s'intéresse même beaucoup, en fait, aux émotions mélangées. Hein, vous pouvez être surpris puis avoir peur en même temps, ou surpris puis heureux. Hein, quand on vous fait une fête surprise pour la première fois, pour votre anniversaire, par exemple, vous allez être surpris puis heureux. Donc, vous avez à la fois ce qu'on appelle l'unité d'action 12 et en même temps les yeux grands ouverts comme ça, qui sont un indicateur de la surprise. Si j'étais surpris et que j'avais peur, ce serait un mélange de la peur et de la surprise. Donc, ce serait comme ça. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, on s'intéresse beaucoup à ces mélanges-là. Et pour continuer, peut-être la petite histoire, c'est que donc on a utilisé la manière manuelle de codifier les expressions faciales pendant de nombreuses années. Puis un jour, Paul Ekman raconte dans son livre qui se nomme Cracking the Code, il raconte qu'il a été contacté par les agences de renseignement américaines, donc le FBI, parce que le FBI était particulièrement intéressé par utiliser le Facial Action Coding System dans les interrogatoires pour savoir si les gens mentaient ou quelles étaient leurs émotions, etc. Et là, il dit, mais écoutez, c'est vraiment trop long, trop difficile à vous apprendre, donc peut-être qu'on pourrait penser à un autre moyen. Puis c'était le début un petit peu de l'apprentissage machine, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et il a décidé de lancer un concours, donc aux États-Unis, à différentes équipes de chercheurs. On parle de Jeffrey Cohn à l'université de Pittsburgh et Marianne Stewart Bartlett à l'université de Californie à Los Angeles. Et Marianne, il leur a dit, écoutez, si vous êtes capable d'automatiser les expressions faciales d'émotion, ben là, ça va être fabuleux. On va pouvoir avoir un outil qu'on va pouvoir utiliser. Et quelques années plus tard… C'est quand même fascinant d'une certaine manière que finalement, c'est plus avec les capacités des machines qu'on est capable de bien analyser le comportement humain, vu la quantité de détails que ça mobilise. Oui, en fait, il y a tout un débat autour de ça. Est-ce que on a vraiment besoin des machines pour le faire, nous les humains qui sommes équipés aussi pour le faire? Alors oui, peut-être pour aller vraiment dans le détail, on a besoin des machines, ou sans doute qu'on a besoin des deux en même temps, hein, pour pouvoir vraiment bien comprendre les émotions humaines. Mais je finis mon histoire. Oui, c'est que finalement, celle qui a gagné, c'est Marianne Stewart Bartlett, qui, dans les années 2000, a publié, ce que vous savez, en science, on fait toujours ça, on publie nos résultats de recherche pour les ouvrir à la communauté. Elle a publié son algorithme qui est capable de lire en temps réel les expressions faciales d'émotion, et elle a appelé ça le Computer Emotion Recognition Toolbox, qu'elle a donné à tous les chercheurs à travers le monde, et les chercheurs en ont fait des détecteurs, par exemple, de douleur, pour les enfants qui sont à l'hôpital puis sont pas capables de parler pour différentes raisons. Donc, il existe des détecteurs de douleur automatiques aujourd'hui à partir des expressions faciales de douleur. On a aussi utilisé cette technologie pour les enfants autistes à travers des Google Glass pour leur permettre d'identifier très clairement les émotions des gens qui sont autour d'eux puis leur dire « Ah, regarde, ça c'est important comme émotion » et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut en faire vraiment une utilisation bienveillante. Et oui, puis je peux aller peut-être encore un peu plus loin, parce que la suite de l'histoire, c'est que Marianne Stewart Bartlett, elle a ensuite eu l'idée de créer une start-up avec ça. Et c'est dit évidemment, si écoutez, ça marche tellement bien, pourquoi est-ce que on n'en créerait pas une petite compagnie et en le vendant, par exemple, à des personnes pour évaluer des publicités, par exemple, pourquoi pas. Et elle l'a fait. Puis moi, c'est à cette époque-là où j'ai acheté en fait ce logiciel pour mes recherches à l'école de psychoéducation.
Et 2 ans plus tard, la boîte qui vendait le logiciel me dit, mais écoutez, je suis désolé, on peut plus vous offrir le support pour ce logiciel parce que il a été racheté. Je dis, ah bon, il a été racheté? Oui, il a été racheté. Je dis, mais par qui? Il dit, oh, on peut pas vous le dire pour l'instant. Écoutez, c'est un petit peu, vous le saurez sans doute si vous regardez les journaux. Et quelques mois plus tard, dans les journaux, apparaissait que Apple avait fait l'acquisition de la petite start-up de Marianne Stewart Bartlett. Et d'ailleurs, soit dit en passant, cette chercheur-là aujourd'hui est chercheur pour Apple. Alors, oui. Les GAFA, en fait, maintenant, c'est vraiment eux qui mènent un peu, sinon la recherche, du moins sinon la recherche fondamentale, du moins le développement de technologies qui nous permettent d'appliquer cette recherche-là de façon plus pratique là, dans nos appareils, notamment. Oui, alors c'est sûr que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et même on peut mettre Microsoft dedans, je pense qu'on dit aussi les GAFAM, tous ces grands-là, ils ont tout l'argent qu'il faut pour investir dans ces nouvelles technologies, même sans nécessairement qu'elles aient été validées par la science. Aujourd'hui, il y a un grand débat d'ailleurs sur ces expressions faciales d'émotions, puis cette capture-là. Est-ce qu'elles indiquent vraiment nos émotions tout le temps ou pas? Par exemple, vous savez, quand vous voulez cacher que vous avez passé une mauvaise journée au travail, vous allez arriver chez vous avec un sourire, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes un peu mélangé. Donc, est-ce que le sourire veut vraiment indiquer la joie? Bon, c'est pas sûr. Donc, il y a tout un débat qui est mené, entre autres, par une certaine Lisa Feldman Barrett. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une excellente, elle a écrit un livre d'ailleurs, c'est une excellente chercheure à lire à ce sujet pour avoir un point de vue critique. Mais pour revenir peut-être au sujet, écoutez, j'ai écrit, moi, un espèce d'édito dans la presse à un moment donné, un billet d'humeur, quand est sorti le iPhone 10. C'était en 2018, je crois. Et quand est sorti le iPhone 10, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais plus quel développeur d'Apple est arrivé sur scène puis a présenté une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle maintenant, puis qu'on connaît bien, les Animoji. Les Animoji, qu'est-ce que c'est? Les Animoji, c'est, vous savez, ces petits individus, ces avatars, en fait, qu'on peut même faire à notre image et avec lesquels vous pouvez envoyer un mot que vous enregistrez et il va mimer vos expressions faciales d'émotion. Sans doute que c'est une fonctionnalité que vous avez activée parce que c'est comme un jeu, finalement. Et ils ont présenté ça, puis ils ont dit, écoutez, c'est grâce au nouveau module qu'on a d'analyse des expressions faciales, d'analyse du visage, et ils vous l'ont vendu de cette manière-là. Et vous, quand vous avez pris votre iPhone 10, vous avez activé cette fonctionnalité qui dit oui, j'accepte de pouvoir utiliser l'analyse d'expression faciale pour pouvoir animer un Animoji. Mais vous n'avez peut-être pas lu les petits caractères qu'il y avait en bas qui disaient à partir de là, pour n'importe quelle application qu'on va développer, vous allez pouvoir l'utiliser. Parce que vous avez l'impression que c'est une grande chance pour vous de pouvoir utiliser cette technologie-là. Mais en fait, Apple ou n'importe quel GAFA va l'utiliser pour d'autres raisons, sans doute, qu'on ignore en fait. Et c'est drôle parce que, oui. Parce que, en fait, c'est ça, l'animoji notamment, on a l'impression que le téléphone ne fait que reproduire ce qu'il voit un peu dans l'instant, mais finalement, l'idée, c'est aussi que ces détections-là du téléphone, elles sont enregistrées puis elles sont analysées au-delà d'une simple reproduction. Justement, on lui accole des émotions ou des sentiments. Absolument. Puis c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'analyse de sentiments dans ce domaine-là. Okay. Et pensez juste au nombre de fois où vous emmenez votre téléphone à votre visage par jour. Pour les 16-19 ans, qui est notre public, je crois, aujourd'hui, pour les 16-19 ans, c'est environ 85 fois par jour. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous portez votre téléphone à votre visage et que vous activez l'ouverture de votre téléphone est capable de capturer votre expression faciale d'émotion 85 fois par jour et de le mettre en banque quelque part et ensuite de le relier éventuellement avec votre comportement d'achat ou le temps que vous passez sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe. Donc, est capable de faire des liens entre vos émotions que vous avez affichées et ce que vous faites. Et évidemment, ils vont probablement l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est drôle parce que ce midi, c'est pour vous dire à quel point c'est un sujet brûlant, ce midi, il y avait une conférence d'un groupe qui s'appelle le Mind and Life Technology, en tout cas. Et il y avait à cette conférence Lisa Feldman Barrett et Rosaline Picard, qui est celle qui a lancé ce champ de recherche qu'on appelle le champ de l'informatique affective, c'est-à-dire à quel point nos ordinateurs sont capables de lire nos émotions puis de les reproduire. Et ce qui est fabuleux,
c'est que à un moment donné, le journaliste qui était là pose la question, il dit, mais est-ce que Siri, vous savez, Siri, c'est cet appareil qu'on a aussi, mais on peut parler d'Alexa, on peut parler de n'importe quel assistant vocal. Il demande, mais est-ce que Siri capte aussi nos émotions ou des informations affectives sur notre voix? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que dans la communication non verbale, il y avait aussi la voix. Donc, vous savez que le ton de notre voix traduit aussi nos émotions. Si tout d'un coup, je parle comme ça, vous allez comprendre que je suis en colère. Puis si je parle comme ça, ben... Et elle a répondu, Rosaline Picard, avec un petit sourire, en disant oui. Et elle a ajouté, vous savez ce qui serait important, c'est que en tant que public, en tant que jeune, en tant que futur citoyens et futurs citoyens qui votons ou qui allons voter, on exige des GAFA de nous dire ce qu'ils font de ces données-là. Et ça, c'est un point essentiel. C'est une question dont vous parlez notamment que les plus jeunes portent le téléphone au visage parfois 85 fois par jour. Est-ce que c'est vraiment confirmé donc que ces 85 fois-là, Apple ou en tout cas le fournisseur de services, quel qu'il soit, a la possibilité et utilise cette possibilité d'enregistrer l'expression faciale, stocke cette information-là quelque part. Est-ce qu'on sait que cette information-là, elle est effectivement produite ou Écoutez, on le sait pas, hein, c'est juste des possibilités. De la même manière que on ne sait pas si ils capturent vos textos, de la même manière qu'on ne sait pas si ils utilisent les points GPS. Encore que peut-être que comme moi, vous avez découvert il y a quelques années on était capable de retracer une carte de tous les endroits où on avait été ces 3 dernières années en utilisant un patch quelconque sur notre téléphone. Et on est capable, donc oui, ces données-là existent quelque part, sont stockées quelque part. Alors, mais personne ne nous a encore dit, ni chez Google, ni chez Amazon, ni chez Facebook, ni chez Apple, ni chez Microsoft, oui, on capture vos expressions faciales d'émotion et on les utilise. Bien sûr que non, parce que s'ils nous disaient ça, on leur demanderait, mais pourquoi donc les utilisez-vous? J'ai une question un petit peu plus technique qui nous vient du chat. Ça concerne le bruit dans la détection de ces émotions-là. Donc, comme l'exemple qu'on nous donne, c'est ma démarche peut être différente quand je suis en colère, mais si j'ai des chaussures neuves, cela ajoute une couche qui doit être parasite. Donc, est-ce que nos appareils réussissent à sélectionner ce qui est le bruit puis ce qui est l'information importante? Ou est-ce que c'est si raffiné que ça, la technologie, jusqu'à maintenant? Ben, je pense pas. Puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ces différents, on appelle ça la détection de signal. Dans ce domaine-là, qui est la détection de signal, oui, avoir des chaussures neuves peut changer notre démarche. L'autre chose aussi dans le domaine de la communication non verbale, c'est qu'on sait que c'est pas parce que quelqu'un marche vite qu'il est joyeux, hein, comme on pourrait, ou qui marche de manière pesante qu'il est tout le temps en colère. Non, ça dépend du niveau de base de chacun. Et c'est peut-être là, en fait, où on a un moyen d'échapper un peu à l'algorithmisation de nos émotions. C'est en se disant que dans le fond, il y a quand même beaucoup de variabilité encore. Hein. On peut pas dire, il y a des choses qui échappent encore à la technologie, puis c'est tant mieux. Puis il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi aujourd'hui à trouver des modèles qui sont plus performants, qui tiennent compte justement de la chaussure neuve, par exemple, puisque c'est l'exemple ici. Mais puis vous avez peut-être lu aussi, ou nos auditeurs ont peut-être lu ou vu qu'il y avait des moyens aussi de tromper, par exemple, les algorithmes de reconnaissance faciale, qui est autre chose, hein, qui est la reconnaissance d'identité. Il y a même des t-shirts qui se vendent, hein, qui vous permettent de ne pas être détecté parce que ça trompe l'algorithme par différents moyens. Donc oui, il y a encore moyen évidemment la technologie est pas aussi raffinée que ça, mais c'est aussi un danger parce que si elle se trompe et que malgré tout on en tire des conclusions sur vous, ben, c'est peut-être là que c'est dangereux aussi. Hein. Donc il faut absolument rester au contact avec la recherche et ce qu'on fait dans nos laboratoires pour voir quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ces technologies. Oui, il y a une question justement dans le chat encore. Est-ce que les GAFA quel danger ça représentera en fait, ou comment pourraient-elles, ces entreprises, utiliser ces données contre nous? Donc là, il y a les t-shirts, il y a une auditrice dans le chat qui nous parle du masque aussi, qui peut nous aider peut-être à tromper. Oui. Ben, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser contre nous? Ben, d'une manière assez simple, si on parle juste d'émotions, vous savez qu'associé aux émotions, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Hein, l'anxiété, la dépression, c'est un dérèglement de notre fonctionnement émotionnel. Donc, imaginons que un des grands de ce monde, un GAFA, mesure en continu vos émotions. Imaginons-le
imaginons-le, oui, mais disons que c'est déjà le cas, et que tout d'un coup, il détecte une augmentation de vos émotions négatives, et puis qu'un assureur les appelle et leur dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour me donner tous les noms des personnes qui sont en train d'avoir des émotions trop négatives en cette période de pandémie? Parce que nous, il faut qu'on ajoute un alinéa dans notre politique d'assurance pour nous assurer que ça ne va pas nous coûter trop cher. Donc, voilà un exemple typique de comment ce type de technologie pourrait vous être défavorable, ou même il y a un employeur qui souhaite vous engager, mais vous avez passé l'entrevue, puis il a comme des doutes sur votre bonne humeur. Puis pour lui, c'est important la bonne humeur, parce que on le sait que le bien-être puis la bonne humeur, c'est un effet sur la productivité. Donc il se dit, mais moi j'aimerais connaître là le profil émotionnel de cette personne-là. Puis il va appeler ceux qui les vendent. Et puis voilà. Donc oui, donc c'est très très important que l'utilisateur se réapproprie ces données-là. Puis je suis très heureux que cet événement aujourd'hui ait lieu, parce que ceux qui vont pouvoir changer ça, c'est ceux qui nous écoutent. C'est les 16-19 ans qui ont une littératie technologique incroyable, qui savent ça et qui vont être capables, au moment où il faudra, de voter pour des lois qui vont nous permettre d'encadrer ça comme il faut. Ça bouge beaucoup aujourd'hui au Québec de toute façon, mais on va sans doute devoir en aller encore plus loin, et surtout que les utilisateurs se réapproprient leurs données. D'ailleurs, il y a des modèles de chercheurs, pour ça je dis que c'est toujours intéressant de regarder ce que font les scientifiques, où on vous propose même de vous verser une rente, que les GAFA de ce monde vous versent une rente pour vous dédommager de la valeur de vos données. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que leur donner ça, ou ils nous les volent, je ne sais pas, mais on donne notre consentement quelque part. Donc, il faut en être conscient, puis sans doute prendre conscience de la valeur de ces données. Oui, ben, vous mentionnez les lois aussi. Je pense que c'est un grand sujet là, dans tout ce débat-là, c'est le point de vue légal un peu. En fait, c'est que toutes ces innovations-là, finalement, la loi n'a pas nécessairement suivi au même rythme que le développement technologique ou scientifique. Et donc là, on a un système légal qui est encore en train de se réajuster. Vous pourrez peut-être nous donner plus de détails à ce propos. Et donc, justement, il y a une question du chat. Est-ce qu'il faut avoir donné notre consentement pour que les appareils intelligents puissent analyser et utiliser ces informations? Je pense qu'il y a un flottement qui leur permet justement de pas toujours nécessairement attendre notre consentement pour les utiliser comme on l'espérait. C'est bien ça? En fait, vous l'avez donné, votre consentement. Vous l'avez donné au moment où on vous a demandé, est-ce que vous nous autorisez à utiliser votre caméra pour utiliser un Animoji, pour animer cette nouvelle fonctionnalité. Si vous avez acheté récemment un ordinateur, peu importe, un PC, un Mac, ça n'a aucune importance, et que vous l'avez configuré, vous avez sans doute remarqué que votre ordinateur, au tout début de votre configuration, vous demande, est-ce que vous acceptez qu'on accède à votre micro et qu'on envoie les données de votre micro pour des analyses, pour améliorer votre vie, en fait? Est-ce que vous acceptez qu'on utilise votre caméra pour de la reconnaissance faciale, pour que ce soit plus facile pour vous d'allumer votre ordinateur, et ainsi de suite? Et donc, évidemment, vous donnez votre consentement à l'utilisation de cette technologie, mais on ne vous dit pas pourquoi on le fait après. Donc, vous autorisez, littéralement, les PC et les Mac de ce monde à faire tout ça, à collecter ces données-là. Et oui, malheureusement, vous le faites, mais juste un point sur la loi, c'est important. Il y a beaucoup d'évolutions en ce moment. Il y a beaucoup on consulte beaucoup les chercheurs pour savoir comment on peut faire pour garantir la confidentialité. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent, entre autres au Québec, dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un dossier à suivre. Je vous recommande d'ailleurs d'inviter un juriste la prochaine fois pour parler de ces enjeux-là. J'avais une question, puis ça m'a complètement échappé. Je vous demande pardon. Je vais aller voir s'il y a d'autres questions du côté du public. Quel type de fonction serait ajouté pour nous permettre de savoir tout ça, de savoir comment et quel type de consentement on donne finalement? Est-ce que ça pourrait être mieux développé, peut-être, ces interfaces-là, finalement, qui… Oui, c'est certain. J'ai un collègue qui travaille justement sur il a une petite compagnie, peu importe, qui veut aider les gens à bien comprendre ces fameux termes et conditions auxquels on se dépêche, nous, de dire oui dès qu'on télécharge quelque chose parce qu'on n'a pas 15 pages à lire. Donc oui, absolument, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là pour que les utilisateurs soient conscients de ce à quoi ils consentent. Si toutefois ils ont le choix, parce qu'évidemment, ça les empêche d'utiliser le logiciel en question puis qu'ils en ont vraiment besoin, est-ce qu'il y a vraiment un choix? Donc là, il y a sans doute tout un débat de société à avoir.
Oui, c'est un processus qui est très accéléré en ce moment, n'est-ce pas, ce Oui. constant. Donc, on parle beaucoup de ce qui est peut-être inquiétant ou de ce qui pose problème dans tout ça, mais je pense que vous, de votre côté aussi, si vous faites de la recherche là-dessus, c'est parce qu'il y a des bénéfices positifs peut-être, des retombées positives à attendre de ce Ah oui. développement. Oui, absolument. D'un point de vue avancé technologique, c'est juste incroyable, c'est juste fabuleux. On vit dans une période extrêmement prolifique d'un point de vue technologique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces technologies-là, on peut les utiliser pour avec des objectifs bienveillants. Je vous parlais tout à l'heure des enfants autistes, mais n'importe qui, on pourrait imaginer utiliser, par exemple, cette capacité qu'ont nos ordinateurs à lire nos émotions pour que nous, on ait un journal de nos émotions, pour Ouais. que ces données nous reviennent à nous, puis qu'on puisse dire, oh, cette semaine, attention, tu as eu plus d'émotions négatives que prévu. Est-ce que tu sais pourquoi? Sinon, voilà des moyens de réguler tes émotions. Donc oui, nous, on travaille là-dessus. On veut rendre ces outils bienveillants. C'est ce qu'on appelle l'IA bienveillante, l'intelligence artificielle bienveillante. Et c'est vraiment aussi un des objectifs de beaucoup de chercheurs qui travaillent en intelligence artificielle à Montréal. Donc oui, c'est là-dedans qu'on travaille, tout à fait. Pour que nos appareils électroniques nous aident à mieux nous comprendre, finalement, à mieux Oui, nous écouter. oui, tout à fait, parce qu'on critique beaucoup toute cette technologie, mais en fait, on peut l'utiliser de manière tout à fait bienveillante, puis très utile pour chacun d'entre nous. Donc, on pourrait travailler notre conscience émotionnelle en utilisant ces outils. On va devoir conclure. On est déjà à plus de 25 minutes. Je ne sais pas si vous aviez peut-être une dernière remarque en conclusion ou un conseil pour nos auditeurs et nos auditrices. Pour nos auditeurs et nos auditrices, peut-être continuer à surveiller ce que font les scientifiques, continuer à lire la presse en vulgarisation scientifique, parce que je sais qu'il y a le dernier Curium traite justement de l'éthique en IA, donc il est gratuit en plus, donc je pense que c'est un bon moyen d'être un peu au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Alors c'est ça, garder un œil sur la science parce qu'on travaille fort pour rendre les progrès bienveillants. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Pierrick, de vous être prêté à l'exercice. Merci. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices. Donc, je rappelle, Pierrick est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Ils ont un site Internet qu'on va mettre dans le chat si vous voulez le consulter. Il y a quelques ressources pour ceux et celles qui voudraient s'informer davantage. Autre chose aussi, bien entendu, bien des choses sur le net en général. Et puis, sinon, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce sera ma collègue Amandine Hamon qui recevra l'historien Mathieu Arsenault et ils discuteront ensemble du déboulonnage de certaines de nos statues historiques, un autre sujet vraiment à l'ordre du jour ces temps-ci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.